des orateurs rappeler. On parlait du plein emploi. Alors je voudrais poser la question, comment vous le voyez le plein emploi? Si c'est le plein emploi aux mains des capitalistes, il y a un petit problème. Si c'est le plein emploi avec le développement de la fonction publique, alors très bien, on est avec les cheminots. Mais c'est quoi votre plein emploi au parti? Au niveau des socialistes, c'est le plein emploi, donner un revenu de base pour permettre justement qu'il n'y ait pas le plein emploi. S'il y a un revenu de base, ça va faire diminuer le prix des salaires, parce que le gars, il va dire oh, je peux vous employer pas grand-chose, parce que vous avez déjà quelques euros. Donc, c'est pas du tout évident que le revenu de base aille vers le plein emploi. Et je crois qu'à Réseau Salariat, on défend l'idée que ben, tu nous le diras. Alors, moi, j'ai deux questions pour Fanelli, pardon. Je peux? Non, je vais. Pardon. Alors, vous avez, dans ce que vous avez évoqué, vous avez surtout parlé de la catégorie de la population qui a envie de travailler autrement, qui veut pas subir de subordination, etc. Mais alors, bon, c'est une catégorie de population qui a un savoir-faire, qui est diplômée, mais les autres, qu'est-ce que vous en faites? Et j'ai aussi une interrogation par rapport à comment est-ce qu'on peut développer des sociétés, des entreprises, que ce soit sous forme coopérative ou pas, si on subit le libre-échange, si on continue à subir le libre-échange qui existe actuellement. Il y a énormément de coopératives qui se créent, mais qui ne sont pas viables, ou alors qui tombent exactement dans les mêmes travers et dans les mêmes travers que dans les entreprises privées. Donc, au final, ça ne change pas grand-chose. Donc, en fait, ma question, c'est est-ce que vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses à modifier au-dessus pour que, effectivement, les gens puissent travailler sans subordination et avoir une prise sur ce qui est produit, comment on le produit, produire des biens écologiques, voilà. Et ma deuxième remarque, c'est pour Monsieur Bocara. Vous avez fait allusion au salaire à vie, etc. Et enfin, ce que je voudrais repréciser, si tu me permets, Frédéric, c'est qu'on ne distribue pas des salaires comme ça. Enfin, il y a la valeur marchande, enfin le BIP marchand qui est comme l'a dit Frédéric, de 1200 milliards qui est de chaque année, qui est produit chaque année. Et voilà, ça c'est le marchand. Et donc pour produire ce marchand, pour avoir cette valeur marchande, il faut continuer à travailler, bien entendu. Et le salaire à vie, c'est pas tout le monde produit, même s'il reste chez lui, etc. C'est pas ça du tout. C'est c'est des étapes. Enfin, c'est des entreprises en copropriété. Sous statut coopératif, etc., qu'il faudra finaliser, peaufiner, etc. Et il y a des qualifications. Alors la qualification, c'est pas le diplôme. La qualification, c'est le niveau de participation à l'économie. Et donc il y a un premier niveau qu'on acquiert à 18 ans, où il y a un salaire de fixé. Et c'est un salaire. Pourquoi est-ce qu'on parle de salaire?
ça fait référence au statut de producteur, parce que contrairement au revenu universel, on n'est pas des êtres de besoin, on est producteur. Voilà. Et donc, l'essentiel, c'est d'avoir une prise sur la production et d'avoir ce statut de producteur. Donc voilà, je voulais rectifier ça. Et vous parlez énormément de formation. On a l'impression que les gens ne sont pas formés, etc. Or, on est dans une période où on n'a jamais eu autant de gens formés. Depuis que la France, l'État-nation existe. Et donc, est-ce que c'est vraiment un problème? Enfin, moi, ce terme de formation, ça me gêne énormément parce que, en fait, plus on forme les gens, plus ils ne peuvent. Enfin, voilà, ce qui manque en réalité, c'est la culture générale, et c'est ça qui permet aux gens de s'adapter, de pouvoir passer d'un secteur à un autre, d'être mobile, enfin voilà, d'être mobile pas pour la mobilité, mais pour voilà. Et ça, c'est vraiment important, et c'est parce que sinon on fait référence à la à la course à la formation où on est tout le temps remis en cause toute notre vie, et ça, c'est intolérable. Voilà. Je passe la parole. Ça serait quelle définition, notamment Frédéric Luto, au salariat vous donnez au terme salariat, justement? Qu'est-ce qu'un salariat non capitaliste? Je profite, ça a été très intéressant votre contribution. Il y a beaucoup de choses que je crois que c'est la façon d'utilisation des mots, et qu'effectivement la discussion politique doit être présent, et organisation politique de toutes ces propositions d'une façon, d'un front. Parce qu'il y a des choses que peut approcher effectivement dans une nouvelle société qui n'est pas figée seulement dans une chose étatique, c'est une chose d'une grande polarité que effectivement les mutations générales du capitalisme a fait, et finalement et à partir de là qu'on doit se partir. En rapport à notre ami Frédéric Bocara, je pense que tu as dit ça aussi un peu, c'est comment qu'on arrive à cette formation. Parce que effectivement, j'entends la brèche. Nous, pour moi, je ne vis pas en démocratie. C'est un déficit qui a dépassé déjà le déficit. Toutes les théories de Paul Bocara sont des choses qui viennent des années 60 et qui ont été développées pour lui, effectivement, dans le temps de marché, et qui viennent du mouvement international ouvrier et des partis communistes, auxquels, par exemple, la révolution démocratique et nationale, parce que ça a été une autre période du Parti communiste portugais en 1965, disait révolution démocratique et nationale. Et exactement, sont toutes les théories de Paul Bocara qui a donné après dans la base commune, etc. On est loin de tout ça. La société a muté, effectivement. Le capitalisme a profité de nos mots et toutes les belles intentions. Et effectivement, on doit aller bien plus devant. Les théories continuent à être bien pour arriver au socialisme. Et ça, on doit dire. Et socialisme, communisme, si on pense dans toute une stratégie d'étapes, la révolution démocratique nationale, or la démocratie développée nationale, de production nationale, Bocara, dans les années 70-80, et ça vient de toute cette réflexion du mouvement ouvrier et communiste depuis les années 60, et qui sont des théories qui viennent aussi de belles chefs soviétiques que tous les pays capitalistes doivent se provoquer et préoccuper à trouver des alliances au secteur de gauche, républicain, etc., se batailler par le vote, etc., etc. Et on a vu comment la révolution portugaise a été bouffée par le vote, pour la social-démocratie, etc., etc. La fonction, je pense, d'un parti communiste, c'est effectivement travailler avec les deux jambes dans des moments d'institutionnalisation de la démocratie bourgeoise et proposer idéologiquement bien avant. Et voilà.
Et toutes les propositions que vous faites à niveau économique, c'est très intéressant, mais aucun me dit effectivement, me donne un grand rêve d'une société structurée dans cette économie. Parce qu'effectivement, tout ce que tu proposes, par exemple, de formation, etc., on voit bien, la solidarité est complètement cassée dans les négociations syndicales, tout ça. Et si on continue à se dire comme ça et à rester pour là, sans aucune organisation effectivement révolutionnaire et d'information, comme on fait aujourd'hui ici dans cette salle, partout, dans les quartiers, dans les usines, dans le truc, effectivement, cette message d'une nouvelle société ne passera jamais parce qu'on est des collaborateurs, parce que Macron parle de formation, parce que toutes les institutions dites démocratiques, ils vont prendre nos mots. Et voilà, et c'est ça que je pense. Et j'aimerais bien de vous trois, comment est-ce que vous voyez, comme vous imaginez, tu as dit utopie, pour moi, ce n'est pas une utopie. Hein. C'est toutes des... Non, ce sont des choses pour mettre en pratique. Et alors, comment est-ce qu'on la met en pratique et avec l'organisation. Comment on fait? On fait dans... Tu as le micro. Ok. Non, mais justement, c'est pas ça. Bon, je vais... Moi, je crois que... je pars de ce que tu as dit et je le prends de façon positive. C'est-à-dire, je suis d'accord et en même temps, je pense que les mots, c'est important. C'est-à-dire, il y a une bataille. Est-ce que le capital ou pas, c'est un obstacle majeur? Et c'est logique, pas seulement dire, je dis que c'est plus du capital, du moment que c'est les travailleurs qui décident d'exploiter, de s'exploiter eux-mêmes, ça va pas être du capital. Et non, c'est la logique. Propriété, ça ne suffit pas. Bon. Formation. Est-ce que le développement des gens, c'est une énorme question ou pas? Il nous parle de formation, mais si vous voulez, je vais prendre une comparaison. C'est l'instruction. Oui, mais bon, peut-être je prends une comparaison qui est autre. Les bellicistes, les militaires parlent de paix. Mais c'est pas la paix qu'ils veulent. Est-ce pour autant qu'on doit lâcher le mot paix? Bien sûr que non. Formation, si on y met tout le contenu qu'on y met, les uns les autres, et je dis sans le dire parce qu'on va l'enrichir si on ajoute chacun des choses, c'est vraiment un autre épanouissement, une autre vision. Parce que là, on va parler, on va dire, en lien avec le travail, l'autre va dire, oui, mais aussi en lien avec la culture générale, et on va jouer à tous les uns les autres, parce qu'on voit que c'est ça, quelque part, l'humanité en l'être humain qu'il s'agit de développer, comme Jaurès avait dit, j'appelle notre journal l'humanité, parce qu'elle reste à réaliser en l'homme. Donc, entreprise ou pas entreprise, est-ce que c'est un enjeu ou pas, avec les pouvoirs dessus? Donc, je pense qu'il y a une union nécessaire, mais il faut voir les différences, on ne peut pas noyer. Sinon, on croit qu'on est ensemble, c'est bien qu'on prenne à signer un programme, et puis on ne comprend pas. Le Parti communiste a vécu des ententes au sommet qui n'ont pas marché, pas seulement parce qu'il a été détruit, mais parce que son recul, ou abîmé dans ses alliances, son recul au sein de ces alliances qui n'ont pas vu que du négatif, a entraîné un recul pour le monde avec lequel on veut se battre, qui n'est pas seulement le monde du travail, je vais dire le monde du travail, et tout le monde. Donc, l'exigence de pouvoir partout et de nouvelles institutions est majeure. Et voir une société avec des institutions qui peuvent maîtriser le travail, la production, ce qu'on en fait, c'est décisif. Je crois que ça, là, il y a une visée, un projet, je ne dis pas, ok, le mot utopie ou concrète, on va essayer de trouver un troisième mot, mais on tourne autour de ça. Hein. C'est voir un peu la perspective et une visée qui fait rêver, qui enthousiasme. Plein emploi. J'ai dénoncé le plein emploi. Peut-être que dans le réseau salariat, on prétend que je suis pour le plein emploi. Et donc, entre vous, quand vous discutez, je ne sais pas. Et donc, j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que j'ai dénoncé le plein emploi. J'ai dit il faut développer l'emploi. Parce que je ne pense pas. Je ne dis pas l'emploi c'est bidon et il y a le travail. Ça, ne veut rien dire. C'est parce qu'on ne veut pas dire salariat capitaliste, qu'il faut que le salariat soit divin, donc il ne peut pas être capitaliste, parce qu'il faudra le salariat à vie tout le temps, il n'y a que ça qui existe. Je le dis comme je le pense. Parce qu'il y a des gourous dans une religion et il y a des gens sincères dans une religion. Et la religion du travail que Proudhon a initiée, ou d'autres avant lui, elle pose problème au mouvement ouvrier. Oui. Non. Le plein emploi, c'est terrible aujourd'hui. En Angleterre, il y a le plein emploi. 4% de chômage. Le plein emploi, ça veut dire on s'en fout de savoir ce qu'il y a comme contenu. Du moment qu'ils ont un emploi, on les compte. Et c'est même, pour Keynes, si vous permettez un moment d'économie, c'est bien que vous le sachiez,
Ça veut dire la pleine utilisation des capacités au taux de salaire en vigueur. Donc c'est pour ça qu'il dit il y a le plein emploi. Même Keynes, qui est progressiste quand même, il dit ça. Et donc, en Angleterre, on a le plein emploi, 4% de chômage. En Allemagne, on a plein emploi. Il nous dit, et moi, j'ai calculé, parce qu'il faut bien des fois que je le mange et que je fasse des travaux pour l'INSEE qui donnent l'impression que je ne suis pas trop communiste, sur l'INSEE, le niveau U étoile, c'est comme les étoiles, du taux de chômage de plein emploi en France, c'est 4,5%. Mais ça fait énormément de misère. D'ailleurs, en Allemagne, le plein emploi, ça veut dire des jobs à 1 euro dans les services, 4% de chômeurs, mais en réalité, le taux de pauvreté est comparable à celui de la France. Si on veut même polémiquer, nous ensemble contre les autres, il est légèrement supérieur. Mais vu ce que sont les statistiques, c'est comparable parce que la vie à Paris est tellement chère. Enfin, tu vois, voilà. C'est à peu près la même chose. C'est un taux d'emploi qui repose sur les statistiques du chômage. Oui, mais c'est parce qu'il y a toute une conception derrière qui n'est pas seulement, tu vois, il a dit c'est un taux d'emploi qui correspond aux statistiques du chômage et d'emploi qui ne sont pas bien foutus. Mais c'est une conception de ce que doit être la statistique du chômage et la définition du chômage et du travail. C'est avoir travaillé 1 heure dans la semaine qui précède l'enquête, par exemple. C'est ça, je ne veux pas déglinguer mon... Alors que développer la sécurité d'emploi et de formation pour chacun, la sécurisation, si c'est un mouvement, et l'emploi et la formation des personnes, c'est un enjeu qu'on partage tous et qu'on voit bien. C'est autre chose que ce qu'ils disent. Et de l'intérieur des institutions, ils discutent. Vous regarderez le BIT, par exemple, se pose la question, etc. Donc, excuse-moi, c'était mon boulot, j'ai mon job, j'ai voulu vous apporter des choses là-dessus, un peu techno. Sur l'international, je vais essayer d'être beaucoup plus court. Je pense que la question de l'internationalisation, elle est très importante. Il faut la prendre un peu, pas de façon dominante, disons. Voilà. Les traités internationaux qu'on a, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faudrait être pour... C'est pas ce que tu dis forcément, je sais pas ce que tu penses, hein. Mais tu as parlé d'internationalisation, des traités commerciaux, etc., internationaux, et qu'il faut dépasser ça. Du libre-échange. Le libre-échange, c'est des traités internationaux, excuse-moi. Oui, oui. On se comprend? D'accord. Donc je ne sais pas ce que tu penses, mais je dis ce qui existe comme idée dominante. C'est... Donc vous êtes contre la mondialisation, donc il ne faut pas de traités internationaux. Je ne sais pas ce que tu dis, hein, mais c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit aux uns aux autres. C'est pas seulement un regard, vous êtes contre. Moi je suis au Conseil économique, social et environnemental, on a fait un avis sur le TAFTA, j'ai eu à argumenter, la CNT m'a dit alors t'es contre? Pas du tout. Je suis pour d'autres traités. Parce que qu'est-ce qu'ils sont ces traités? C'est le but, c'est développer au maximum. Le but, tiens, on revient sur le triangle. Le but c'est... Non, ils disent pas profit. Commerce extérieur et investissement international en protégeant les revenus de l'investissement. C'est-à-dire, on a compris avec les revenus d'investissement. Et moi, j'ai dit, moi, je suis pour une internationalisation. On produit plus seul, c'est pas vrai. Le TGV, les médicaments, tout ça, on coproduit à plusieurs. Et c'est pas seulement parce qu'ils ont fait des abandons, c'est parce que la vie, elle est comme ça, et le savoir humain, l'hominisation mondiale, etc. Bon. Mais donc, des traités qui visent le développement des biens communs, et donc le commerce international et l'investissement, pour le développement des biens communs. Donc ce qui pilote, on inverse la hiérarchie, c'est les biens communs, emploi, environnement, santé. Et quand j'ai dit ça, il y avait les écolos qui sont entre la CFDT et la CGT, ils ont dit « Ah, j'aime bien ce que dit la CGT, donc l'emploi, mais je préfère ce que dit Bocciara, les biens communs, tout ça. » Et la CGT a dit « Moi, je préfère aussi. D'ailleurs, je suis coco, et donc je préfère ce que dit Bocciara, mais je n'osais pas le dire, je trouvais ça trop radical. » Donc on peut emmener, mais ça demande des moyens financiers et une toute autre vision sur les multinationales. Voilà. Enfin, sur le salaire, je pense qu'il y a une contradiction à dire ça dépend du marchand, mais on ne veut pas faire du marchand, premièrement. Et il y a une deuxième contradiction. 2200 milliards d'euros le PIB. Il n'est pas tout marchand. La moitié du PIB, ce n'est pas du marchand, c'est de la fonction publique. Quasiment. C'est des dépenses publiques. Donc, ce n'est pas marchand. C'est parce que c'est des valeurs d'usage social qui sont socialisées et comparées par des monnaies, c'est pas du marchand. La sécurité sociale, c'est pas marchand, même si j'utilise de la monnaie. Et donc, effectivement, c'est une évaluation de la richesse créée qu'on peut se partager. Et le reste, c'est pas des richesses créées, modulo, quelques petits arrangements à faire. Oui, mais c'est pas ce que dit Friot. Friot, il dit, j'ai débattu avec lui. Il dit, moi, quand j'amène ma fille à l'école, je crée des richesses. Ben, c'est pas du PIB, c'est pas des richesses. Je dis, quand c'est ta fille, c'est unique. Il n'y a que toi qui... Ta petite fille, lui. Il n'y a que toi qui peux amener ta petite fille. Si c'est une nounou, c'est pas unique, c'est comparable, c'est de la richesse créée, c'est une valeur d'usage social. Pas la même chose. Deuxième contradiction.
qui est de dire, quand on arrive à 20 ans, on a fini ses études et on sait quel salaire on va avoir. Mais non, c'est un gros enjeu, est-ce qu'on va produire ou pas? On va pas fixer de façon soviétique la hiérarchie et les salaires. C'est pas ça qui marche. C'est extrêmement... Je pense que derrière une intention que je pense totalement sincère et totalement louable, il y a une vision très soviétique des choses. Parce que... Non, là c'est caricatural. C'est ce que je pense, et je connais bien l'Union soviétique. Je la connais bien et j'en ai fait la critique parce que je m'oppose à eux, moi. Pied à pied, terre à terre avec eux, parce que il y a encore beaucoup de Brejneviens en Union soviétique. Et moi, je me les prends. Et même mes copains russes, ils me disent réponds-leur, parce qu'ils ont un peu la trouille de leur parler. Parce que je parle russe. Elle le sait, Raphaël. Mais c'est comme ça. Non, il y a une incertitude à la production de richesse. Il y a une incertitude à ce qu'il va faire. Et donc, il faut des pouvoirs. Et c'est pas la garantie dans un machin. Il faut des garanties. Mais c'est pas ça qui va faire le salaire et le revenu. Et tout n'est pas salaire. Il y a une libération au-delà du salaire qui est le revenu. J'ai une retraitée, si j'ai bien compris, devant moi. Et c'est une libération. Que ce ne soit pas du salaire. Voilà, je ferme ma gueule. Alors, quelques éléments complémentaires par rapport aux questions. Déjà sur le débat revenu universel, plein emploi. On a souvent présenté la proposition qui était portée dans la campagne présidentielle par Benoît Hamon autour du revenu universel, et donc on porte aujourd'hui dans le mouvement Génération, comme le corollaire d'une vision qui dirait c'est la fin du travail. Comme si on abdiquait en disant demain il y aura plus, on considère que voilà il y aura plus de travail, l'emploi va diminuer, et donc le revenu universel vient se substituer à cette situation-là. C'est pas ce qu'on porte. D'ailleurs, je l'ai dit en introduction. Nous, on croit aujourd'hui que les perspectives de création d'emplois sont des perspectives réelles sur lesquelles on n'est pas suffisamment volontariste et qu'on peut faire beaucoup plus de choses aujourd'hui en matière de création d'emplois. Pas n'importe quel type d'emploi. Je reviens sur ce que tu disais, je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais sur le plein d'emploi, parce que je pense que derrière, il y a des questions de qualité, d'aspiration, de pourquoi on travaille, de sens, etc. Mais en revanche, oui, des perspectives de création d'emplois, il y en a. C'est pour ça que je parlais de réduction du temps de travail. Je suis d'accord sur la fonction publique, et là aussi je trouve qu'on a collectivement abdiqué, c'est pas le bon mot, mais c'est assez aberrant que le levier de la fonction publique comme création d'emplois sont complètement sortis des débats publics. On n'en parle jamais. Comme si la fonction publique, c'était pas un levier de création d'emplois, comme s'il n'y avait pas de besoin. Il y a des besoins partout dans la fonction publique, et la première des responsabilités et des possibilités d'action de la puissance publique, c'est de créer des emplois par la fonction publique. Donc ça, c'est complètement possible. Et après, il y a tout ce que je disais sur la création d'emplois dans des secteurs qui ont du sens pour le collectif. Et encore une fois, je le redis, sur la transition écologique en particulier, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui en termes de création d'emplois. Donc nous, on dit ça. Le revenu universel, donc il ne se substitue pas à ça. Il vient en complément avec ça, autour de deux idées. La première, c'est de dire que le revenu universel, ça doit être une réponse aux questions de précarité. Pour ceux qui, pour des raisons choisies ou non subies, n'ont pas la possibilité d'avoir des revenus conséquents issus du travail. Et le revenu universel, c'est aussi une manière de dire on redonne aux gens une possibilité d'être davantage maîtres de leur choix, de leur rapport au travail, de leur rapport à leur parcours de vie et leur parcours professionnel. Et donc c'est ces éléments-là qui font de ce qu'on raconte sur le revenu universel. Mais évidemment, on a aussi conscience que ça ne peut fonctionner qu'à un certain nombre de conditions. Et une des premières conditions, c'est évidemment la question du niveau de ce revenu universel. Donc ça pose derrière d'autres questions en termes de redistribution des richesses, en termes de comment est-ce qu'on articule ça avec la protection sociale. Mais je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, en matière de marge de manœuvre et de redistribution, il y a des possibilités et que donc c'est à ces conditions-là que le revenu universel doit marcher. Et encore pour finir, le revenu universel, c'est pas une politique toute seule. Ça s'inscrit dans un système, et donc évidemment que c'est pas la solution miraculeuse et unique pour répondre aux questions de dans quelle société, dans quel modèle de société on veut vivre demain, pour régler la question des nouveaux droits par rapport au travail, etc. C'est un des éléments, mais évidemment tout ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus large. Mais je crois que c'est une mesure qui a le mérite de poser différemment la question de la place du travail dans notre société aujourd'hui,
et de poser aussi, et j'y reviens vraiment, je pense que c'est très important, la question de comment est-ce qu'on appréhende les mutations du monde du travail aujourd'hui et demain. Et je pense que si on ne prend pas en compte ces questions-là, on se trompera en voulant formuler des solutions pour l'avenir. Autre élément sur la question qui m'a été posée aussi sur les coopératives. Évidemment, et je l'ai dit, hein, le coopérativisme, c'est pas, encore une fois non plus, la solution universelle et la panacée à la société de demain qu'on veut construire. Mais pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça ? J'ai parlé de ça parce que je voudrais attirer votre attention, et on parlait de stratégie des luttes, je veux attirer votre attention sur le fait qu'il se passe des choses à ces endroits-là aujourd'hui. Il se passe des choses dans l'économie sociale, il se passe des choses dans la création de coopératives, il se passe des choses avec des gens qui créent des possibles, qui créent des espaces et qui s'en servent pour recréer du rapport de force, de la démocratie dans la sphère économique, du rapport de force par rapport au capitalisme et des stratégies d'alliance qu'il faut qu'on aille chercher, construire et renforcer. Donc c'est aussi pour ça que j'en parle et c'est aussi pour ça que j'ai fait exprès d'en parler beaucoup dans mon introduction, parce que voilà, je veux attirer l'attention sur le fait que là, à cet endroit-là, il y a des mouvements, il y a des luttes, il y a des gens qui inventent d'autres formes de faire, et il faut qu'on puisse construire des ponts et construire du collectif autour de tout ça. Mais évidemment, c'est pas ni un système tout seul, ni une fin en soi, et évidemment que derrière, on parlait d'utopie, on parlait de vision de société, il me semble que une des premières choses systémiques sur lesquelles il faudrait travailler aujourd'hui, il y en a plein, hein, mais pour moi, il y a par exemple la question du rapport à la croissance. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais moi je considère que si on veut créer une société heureuse, émancipatrice et de protection collective, il faut aujourd'hui rompre avec le dogme de la croissance économique à tout prix. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des secteurs d'activité dans lesquels il n'y a pas besoin de croissance. Évidemment qu'il faut de la croissance dans l'éducation, évidemment qu'il faut de la croissance dans les services publics, évidemment qu'il faut de la croissance dans tout un tas de choses autour des biens communs, dans l'écologie, dans tout ça. Mais pour autant, le fait de cette recherche absolue d'augmentation sans cesse du PIB, aujourd'hui, est en train, d'une part, de remettre complètement en danger la transition écologique, et donc derrière, c'est simplement des questions de survie et d'avenir de la planète et de nous-mêmes. Et je crois que, et c'est aussi parce qu'on n'attaque pas frontalement cette question que dans le rapport de force vis-à-vis du capitalisme, on n'arrive pas à avancer davantage. Donc nous, on prône cette question de la rupture du dogme avec la croissance, de la même manière qu'on pose très fortement comme élément structurant la question du PIB. Moi, je considère que le fait de d'abdiquer sur le fait que le PIB devrait être notre indicateur de mesure, là aussi, ça nous met complètement en difficulté, et que on doit arriver à... c'est la question de compter ce qui compte. Voilà. Ce qui compte aujourd'hui, c'est aussi des choses qui sont non marchandes, c'est aussi les questions de solidarité, c'est aussi les questions de cohésion sociale, c'est aussi les questions d'externalités négatives. Où est-ce qu'on compte, à quel moment on compte les externalités négatives environnementales. Donc le fait d'être en permanence scotché et d'avoir tous nos indicateurs économiques et de comptabilité qui sont uniquement liés aujourd'hui au PIB, et je crois un vrai frein, et au profit derrière, au profit. C'est la même chose. Le silence sur le profit est terrible. Le PIB est un cachet. Est-ce que je peux finir? Tu reprendras après sur le... Oui, comme mais je pense que personne pense au profit. Non, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais effectivement... Ah bon, je pense pas. Bon, donc on rediscutera après. Mais ici, parce que derrière, cette mauvaise croissance et ce dogme de la croissance, et cette course effrénée à la croissance, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a évidemment cette question du profit, et du profit. Pourquoi je parlais tout à l'heure de dire les sociétaires et pas les actionnaires? Pourquoi je parlais de notion de lucrativité limitée? Parce qu'à un moment donné, évidemment que derrière tout ça, c'est la course à l'enrichissement. Et donc, mais c'est ça derrière la course à la croissance aujourd'hui. Et quand on parle de ça, c'est ce qu'il y a derrière. Et donc, donc moi, je pense que c'est vraiment important de sortir de cette vision-là, encore une fois, comme une fin en soi, et on parle de discours dominant à dénoncer. Moi, je considère vraiment que ça, c'est un discours dominant à dénoncer. Et après, il y aurait plein d'autres choses à dire sur... pareil, on parle des mesures systémiques, évidemment les questions de redistribution, et évidemment la question des aides publiques qui sont données sans conditionnalité aux entreprises. Bon. Voilà, mais c'est juste pour dire que, bien sûr, on ne fait pas un projet de société avec une coopérative toute seule, et que tout ça se pose... Mais... Je peux te réciter tout le programme politique, il n'y a aucun problème, mais je crois que voilà, il y a évidemment ces éléments structurants qui sont fondamentaux pour porter cette nouvelle aspiration de modèle de société. Le dumping social, mais tout à fait, oui, mais tout à fait. Et on peut aussi parler du dumping social, on peut parler de plein de choses, mais effectivement, pour refaire société, il va falloir parler de plein de choses. Et pour finir, je
je crois que on a un certain... Enfin, il y a des nuances dans ce qu'on vient de se dire, je crois qu'on le voit. Moi, je ne suis pas du tout convaincue par la question du salaire à vie, parce que j'ai un problème avec la porte d'entrée sur le fait de mettre de côté la question de la qualité de l'emploi, mettre de côté la question des créations d'emplois. Voilà, je pense que le projet de revenu universel que j'ai développé, c'est pas exactement le même que la sécurité de l'emploi et de formation que tu as développé aussi. Et donc des nuances au nana, c'est vrai, mais je voudrais quand même finir, enfin je sais pas si c'est finir parce que peut-être qu'on va continuer, mais pour dire aussi que je crois que ce qui m'intéresse aussi dans le débat qu'on a là, c'est aussi de créer des ponts et c'est aussi de créer ce qui peut nous rassembler. Parce que je crois qu'il y a un grand nombre de choses qui peuvent nous rassembler, et je crois en particulier, parce que pour en avoir notamment pas mal discuté aussi avec un certain nombre de camarades de la CGT sur la question de la sécurité sociale professionnelle, alors qui est vraiment en lien avec ce que tu viens de dire, on a discuté revenu universel et sécurité sociale professionnelle, en particulier, je vais le citer avec Denis Gravouille, que vous connaissez peut-être, qui était le responsable de la CGT intermittente du spectacle, et qui aujourd'hui est le négociateur de la CGT sur les négociations assurance chômage. Je parle très régulièrement avec lui et on est, je crois, enfin, je ne vais pas parler pour lui, mais on s'est dit à plusieurs reprises qu'il fallait qu'on prolonge ces discussions-là parce que entre les propositions que j'ai portées sur la protection sociale et ce qu'on s'est dit là, il y a évidemment des ponts qu'on peut créer. Et moi, je veux finir là-dessus parce que, enfin, je pense que je suis comme vous tous, hein, je suis inquiète, je suis fatiguée, je pense être lucide. Je crois que notre état collectif est faible. Je crois que les menaces sur notre planète et notre société n'ont jamais été aussi importantes. Que j'ai pas envie qu'on continue cette désespérance pendant des années et des années, et qu'à un moment donné, si on n'est pas capable, nous, entre nous, de réfléchir à ces ponts-là, de construire du collectif et du rapport de force, je pense qu'à un moment donné où tout le monde va se décourager, et voilà, le repli sur la sphère privée, le chacun pour soi, il guette tout le monde. Et donc c'est aussi, moi, pour ça que je suis venue, c'est pour voir dans quelle mesure on peut continuer à construire ces ponts-là, parce que sinon, enfin, il faut donner du sens à ce qu'on fait, quoi, voilà. Et moi, pour donner du sens à ce que je fais, à ce qu'on construit collectivement, j'ai besoin qu'on dépasse aussi ces cadres de débat entre nous pour aller concrètement dans l'augmentation de ce rapport de force et la reprise de l'espoir, parce que c'est aussi là ce message qu'il faut qu'on arrive à porter, parce qu'il faut qu'on convainque les gens de revenir avec nous dans la bataille. Bon, voilà, donc moi c'est là-dessus aussi que je voulais finir. Bon, oui, bon, déjà, je suis content de voir que aujourd'hui à gauche, on partage quand même des préoccupations communes. Là, c'est clair que se libérer du travail, libérer le salariat du capitalisme, le hors-travail, la réduction du temps de travail, etc. C'était des questions qui avaient été un petit peu, qui a toujours traversé la gauche, bien entendu, mais qui étaient un petit peu abandonnées ces derniers temps. Et effectivement, avec des mesures comme le revenu de base, le revenu universel, pardon, revenu de base. Revenu universel, tu parlais de réduction du temps de travail, on le voit à la CGT, etc. On voit que reviennent sur le devant de la scène quand même des préoccupations qui animent la gauche, voilà, la gauche de transformation sociale. Voilà. Et on pouvait dire que pendant un certain temps, on les ils étaient un peu en sourdine. Voilà. Je vais pas commencer, je vais répondre à mon camarade qui m'a invité. Voilà, ça sera la moindre des politesses. Non, mais je vais commencer par toi, parce que ça sera plus facile pour dérouler. Tu me parlais, oui, c'est quoi la conception du salariat, hein? La définition du salariat. C'est vrai que nous, on s'appelle réseau salariat. D'ailleurs, ça a été un peu problématique au départ. Comment on s'appelle réseau salariat? Parce que bon, quand même, toute la tradition de la gauche, c'est quand même, notamment marxiste, c'est l'abolition du salariat. Hein. Voilà. L'objectif, c'est quand même, on va vendre sa force de travail, voilà, à un employeur, voilà, qui l'achète, voilà. Et donc, voilà, sous couvert de subordination, voilà. Et comment se libérer de ce lien de subordination avec l'employeur où on est réduit simplement à vendre sa vote, donc finalement à être soi-même une marchandise, voilà, sur le marché du travail. Alors effectivement, mais entre-temps, le salariat qui était une minorité, c'est devenu une majorité. Hein. 90% de la population aujourd'hui est salariée, hein, en France.
on voit bien que c'est le mouvement qui entraîne tout. Je vais partout dans le monde, on se salarie de plus en plus. Tout ce qui est tous ces emplois, auto-entrepreneurs, etc., l'ubérisation, effectivement, c'est dangereux parce que ça vient corrompre et surtout c'est du salariat dissimulé finalement. Hein. Mais on voit que c'est pas ça, la grande vague de fond. La grande vague de fond, c'est le salariat. Ils essayent justement de la détricoter, mais la réalité, elle est là. Donc ce salariat on voit bien, qui a acquis quand même des protections sociales, qui s'est battu, dont les luttes ont accouché quand même d'une certaine prospérité, en tout cas dans les pays capitalistes, hein, développés, pas chez tout le monde, en fonction effectivement des luttes internes dans les boîtes, en fonction des conventions collectives, etc. Mais enfin, il y a eu des acquis considérables. Et donc ce salariat, évidemment, c'est celui-là, c'est le salariat qui doit prendre le pouvoir demain. C'est lui qui représente la grande force, la classe ouvrière d'aujourd'hui, c'est le salariat. C'est elle qui est répartie dans les entreprises. C'est elle qui aujourd'hui fait marcher la société. Même on nous parle dans les PME, etc. On nous parle des PME. Mais il faut savoir que les salariés qui travaillent dans les PME indépendantes des grands groupes, c'est 12%, 12,5% de la population active. C'est rien du tout. C'est-à-dire que finalement, la socialisation du travail, le capitalisme l'engage dès aujourd'hui. Et elle le développe, mais simplement, pour l'instant, elle possède l'outil de production et elle développe sa forme d'aliénation qui est effectivement le lien de subordination très clair. Donc l'idée, est-ce qu'il faut libérer, il faut abolir le salariat ou le libérer? Bon, voilà, il y a une forme de schizophrénie des fois. Bon, on a décidé que effectivement le salariat, c'était la force sociale de l'avenir, c'était elle qui devait demain prendre le pouvoir et socialiser réellement la production. Donc c'était le salariat, on s'appelait raso salariat, et donc donner un salaire à vie. Et donc l'idée derrière tout ça, c'était de mettre en place un statut du producteur, un statut politique du producteur. Qu'on l'utilise ou pas, d'ailleurs, comme on a aujourd'hui un statut du citoyen, que l'on vote ou pas. On a un statut on est tous producteurs. Alors on ne produit pas tout le temps, n'importe quand, à tout moment. On ne produit pas, on est bien d'accord, mais on est tous producteurs. On travaille tous au sens marxiste, on produit tous de la valeur d'usage. Alors on ne produit pas tous des marchandises, attention. Hein. Pour produire des marchandises, il faut produire de la valeur d'usage pour les autres. Pas pareil. Différent. Hein. Donc, mais on produit tous de la valeur d'usage. Les retraités, ils produisent de la valeur d'usage. Parce que, imaginez demain, excusez-moi, on supprime les retraités. Mais je ne suis pas évident. Je ne suis pas sûr que la société continuera à fonctionner. Hein. Combien de retraités font fonctionner les associations culturelles, sont là, donnent, se mettre à la disposition de leur savoir-faire gratuitement, même au sein des entreprises, ne serait-ce que garder ses enfants, etc., prennent en charge l'éducation, enfin, donnent des cours, etc. Mais je veux dire, c'est considérable. L'activité, la richesse sociale, la valeur sociale des retraités est considérable. Bon. Et d'ailleurs, est-ce que les retraités touchent un salaire? Bon, c'est une vraie question. Évidemment, c'est un salaire. Bon, nous, on pense que la retraite, c'est un salaire continué. Voilà, un salaire continué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant toute ma vie professionnelle, dans l'emploi, hein, quand j'étais employé, j'ai cotisé et je paye les retraites actuelles, c'est la retraite par répartition. Donc, sur mon salaire est prélevé, voilà, et est préaffecté une certaine partie de la richesse qui permet. Comment? Pas sur le profit. C'est une prise sur le profit qui n'est plus du profit. C'est pas sur le profit, c'est sur la valeur ajoutée, c'est sur mon salaire. Mais donc c'est les richesses créées par les travailleurs. Oui, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est pas sur le salaire. On a créé quelque chose de nouveau qui n'est ni du salaire ni du profit, et qui va contre le profit. Qui sont ces cotisations sociales? On ne voit pas à quel point c'est révolutionnaire. C'est ni du salaire ni du profit, c'est de la richesse libérée qui peut aller au développement des gens. Mais oui, mais c'est. C'est juste pour clarifier ce point. C'est du salaire. Non. Mais si. C'est autre chose nouveau. Bah non.
C'est mes cotisations salariales. C'est mes cotisations salariales. Je veux dire, j'ai 45%. Quand on m'emploie, j'ai 45%. Le prix de mon travail, j'ai 45% du prix de mon travail qui va qui est cotisé. Le prix des études, il y a une partie qui sont une profit, peut-être. Voilà. Mais j'ai 45% qui est cotisé. Voilà. Donc, finalement, quand moi je rentre en retraite, bah, c'est les autres qui prennent le relais. Voilà. C'est le travail créé à un instant T qui finance les retraites à un instant T. Voilà. Donc, ce n'est finalement que du travail, ce n'est que du salaire continué. Voilà. Pour ceux qui arrivent à maintenir un taux de retraite, voilà, évidemment à peu près équivalent, parce que actuellement, ce qu'ils veulent, c'est qu'on épargne. Hein, c'est-à-dire qu'ils veulent remplacer la retraite par répartition par de l'épargne, ce qui permet de spéculer, ce qui permet donc, de rentrer dans une logique capitaliste. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est vraiment, voilà, il faut un statut du producteur. Tout le monde est utile dans cette société. C'est même un principe, on va dire, c'est un principe humaniste, c'est un principe de base, philosophique, tout ce que vous voulez. C'est que tout le monde, à 18 ans, à partir de 18 ans, à partir de la majorité, à partir du moment où je m'inscris dans la société, je fais des études, bah déjà je fais des études, faire des études, c'est du travail. Désolé, demain, je vais remplacer dans l'activité économique des gens, je viens bosser, faire des études, me former, etc. C'est du travail. N'importe qui a fait des études le sait. C'est du boulot. C'est une responsabilité importante, se former. Bon. Voilà, donc j'ai à 18 ans un salaire de base, parce que je suis producteur. Ensuite, c'est pas nier la qualité de l'emploi, ni ne pas s'interroger sur l'avenir futur des débouchés de l'emploi, au contraire. Je veux dire, voilà, c'est la fin du chômage, c'est qu'à un moment donné, je ne vais pas rester avec mon salaire de base, je vais aller m'inscrire dans la société. Voilà. Où est-ce que la société a besoin de moi? Où est-ce que je veux être le plus utile? Où est-ce que mes talents vont être le plus intéressants? Et où est-ce que moi je vais m'épanouir socialement et collectivement? Et donc là, je m'inscris effectivement. Et alors là, nous, on parle de niveau de qualification. Voilà, mais comme c'est-à-dire que voilà, ce sont des assemblées démocratiques qui peuvent se très bien dire, ben voilà, tu as bossé tant de temps dans une activité, tu as créé tel niveau de valeur, voilà. Au lieu que ça soit le capitaliste qui décide, ben voilà, ça se décide politiquement, ces choses-là. Voilà. Alors, ça ne sera pas le paradis non plus, hein, ça ne veut pas dire que ça sera sans conflit. Voilà. Évidemment, à partir du moment où on se répartit la valeur, il y a toujours du conflictuel. Hein. Mais au moins, on ne sera plus, ça ne sera plus l'esclavage salarial, où c'est seulement le capitaliste qui décide de ton salaire. Voilà. Et de ta rémunération. Voilà. Et de ce qu'ils veulent bien t'allouer. Voilà. Alors, salaire de retraité, salaire non. Donc, voilà. Le niveau, donc c'est pas, donc du coup, c'est pas un revenu universel, c'est pas un truc qu'on donnerait à côté du travail, à côté de l'emploi. Hein. Parce qu'il y a l'emploi capitaliste. Il y a l'emploi, c'est quoi? J'ai un employeur. Donc à côté de ça, il y a plein de gens qui travaillent tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut penser le travail actuellement, et c'est là où je rejoins le diagnostic de Fanelli, c'est que effectivement l'emploi capitaliste, qu'est-ce que c'est? C'est l'extraction de la plus-value. Donc, au sein de l'emploi capitaliste, le gain de productivité est absolument indispensable. Hein, c'est une concurrence permanente entre capitalistes pour extraire le maximum de gains de productivité. Donc, produire le plus possible avec le moins de personnes possible. C'est formidable. Ça a donné une efficacité redoutable. Bon. Surtout que le niveau technologique le permet. Aujourd'hui, on remplace les hommes par des machines, la révolution numérique, etc., etc. Oui, dans l'emploi capitaliste. Mais il y a des milliers d'emplois à créer qui n'ont pas à être gérés par ces gains. Dans la fonction publique, on n'a pas à avoir ces logiques-là. Dans l'hospitalier, dans la santé, on n'a pas à avoir ces logiques-là. Dans l'écologie, on n'a pas à avoir cette logique-là. Au contraire. Quoique même, il paraît qu'on peut être plus productif que les capitalistes. Sur un hectare,
que l'agriculture, comment dire, industrielle, l'agrochimie, mais par contre, il faut plus de bras. Voilà. Effectivement, c'est pas rentable, comme c'est sur les salaires que le capitaliste fait ses profits, moins il a de salaire, plus il récupère de plus-value. Bon, donc il y a des milliers d'emplois. Alors effectivement, dans l'emploi capitaliste, une des batailles fondamentales aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans une société communiste, comme vous l'avez tous remarqué, je ne sais pas vous que j'allais apprendre, eh ben, le temps de travail est absolument indispensable, de répartir le travail en emplois. Parce que sinon, eux, ils vont vous faire bosser, ils nous font bosser le plus possible pour le moins possible, ça c'est clair. Donc c'est cette lutte qui doit se continuer, se prolonger aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pas simplement, on va dire, une déclaration de bonne intention, mais s'il faut 10 minutes de travail, il faut le dire clairement. Hein. C'est-à-dire que c'est 32 heures avec une loi cadre et tout avec obligation d'embauche. Bon. Non mais je pense que... Mais par exemple, sans baisser les cotisations sociales, c'est aussi un point de convergence. Ouais. Le problème des 30... Excuse-moi pour être un tout petit peu pédagogique, le problème qui a été à gauche, c'est que la gauche n'a pas dit on fait une mesure sociale 35 heures qui était trop limitée, d'accord, mais avec des moyens antisociaux qui étaient laissés aux cotisations sociales. Je pense que ces questions de l'argent sont fondamentales, sinon elles pervertissent toutes les mesures. Non, mais quand on a mis les 35 heures, je pense que je crois qu'il n'y a que le PC, pour vous rendre hommage quand même, il n'y a que le PC qui a voulu, je veux dire, associer les 35 heures à une obligation d'embauche. Voilà. Ce qui a été refusé. Donc, que ce qu'ont fait les capitalistes, ils ont dit, OK, les 35 heures, mais on casse les conventions collectives et on vous fait faire en 35 heures ce que vous faisiez en 40 heures. Bon. C'est ce qui a été fait. Malgré tout, eh bien, malgré une mise en place d'un dispositif qui a été, on va dire, contestable dans son déploiement, et bien malgré ça, ça a créé 400 000 emplois. On n'a jamais vu ça. 400 000 emplois. Aucune mesure aujourd'hui n'a jamais créé 400 000 emplois. Les 35 heures, c'est donc, notre camarade... Non, qui a fait son rapport, Barbara Romagnan, voilà. Bon, c'est entre 350 000 et 600 000 emplois, enfin, c'est 450 000 emplois à peu près, voilà. Ça c'est à peu près sûr. Voilà, donc effectivement, dans des périodes, ce sont des luttes, nous on ne dit pas il faut abandonner tout au profit du salaire à vie, c'est que le salaire à vie, etc., il y a des luttes sociales. Ce qu'on dit à un moment donné, c'est voilà, quelle est la perspective qu'on se pose? Est-ce qu'on est dans une logique de redistribution ou de répartition? Ces gens-là nous prennent sur la valeur, parce que c'est la valeur, comme l'a rappelé très bien Frédéric, la valeur est créée par le travail. C'est nous qui produisons cette valeur. Sur cette valeur, ils s'approprient, vous avez vu, 30%. Voilà. Donc il n'y a aucune raison qu'on se fasse piquer 30% et ensuite, en plus, ils prennent des intérêts quand on en a besoin, quand ils nous le reprêtent. C'est quand même un comble. Bon, sur cette valeur créée, il n'y a aucune raison que ces gens-là s'approprient cette valeur créée. Donc comment on fait à un moment donné? Est-ce qu'on leur dit, bon, vous en avez trop pris, alors avec l'impôt, tu vas m'en redonner un petit peu parce que moi j'ai besoin de protection sociale, j'ai besoin que, voilà, tu comprends, un peu de justice. Ou on leur dit, non, il n'y a aucune raison que tu t'appropries. Et la cotisation sociale, c'est ça l'acte quand même révolutionnaire et fondateur en 1945. C'est-à-dire que j'affecte la valeur ajoutée avant même qu'elle parte dans le profit. Avant même qu'elle rejoigne, avant même la répartition capital-travail. Voilà, dans mon salaire, j'ai ce qui va dans ma poche, voilà, ce qui me permet de manger tous les jours, et il y a ce qui va payer les salaires des autres, des retraités, des soignants, de la santé, etc., 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 etc. Voilà. Et on voit bien, quand ils gèlent la cotisation sociale, quand ils basculent tout sur la CSG, c'est bien, il y a bien une volonté. La sécurité sociale, c'est trois fois le budget de l'État. C'est un magot. C'est un magot c'est intolérable que ce magot-là leur échappe. Donc il faut reprendre, quand tu dis, et là je termine, et quand tu dis il faut réinnover, etc., je suis d'accord sur le terme d'innovation, il faut penser nos sociétés autrement, etc. Oui, mais il y a des outils, justement, il y a déjà des outils qui sont en place, qui serait quand même dommage de ne pas prolonger, parce que
ils nous ont été légués avec force. Voilà. Il y a eu des enjeux assez forts. On est un des seuls pays où justement on est dans une retraite par répartition. Et il ne faudrait quand même pas lâcher le morceau. Et peut-être mettre un salaire étudiant, envisager une branche de la sécurité sociale, par exemple, une branche de la sécurité sociale pour les étudiants. Ou peut-être, effectivement, là, on pourrait se rejoindre sur un salaire de base. Alors la question à savoir, est-ce que les capitalistes accepteraient de mettre un salaire de base décent? Ça va être un enjeu. Alors on nous dit, vous êtes des utopistes avec votre... je pense qu'on n'est pas plus utopiste, ni Fanny ni moi, en disant que la difficulté, ça va être d'imposer à un moment donné à des gens un salaire de base inconditionnel, d'accord, ou un revenu conditionnel, ce qui concerne, voilà, qui nous libère complètement de la subordination capitaliste. Hein, ils vont pas se tirer, ils vont pas se tirer une balle dans le pied.